Le 22 décembre 1944, à 14h47, le groupe SS Oberg et le Führer Sepp Dietrich se tenaient devant une carte dans son poste de commandement à L'Église et souriaient. Sa 6e armée blindée SS avait avancé de 60 km au cœur des défenses américaines. Devant lui se trouvaient des rapports faisant état de panique parmi les troupes ennemies, de divisions entières battant en retraite dans le désordre. « Les Américains ne sont pas des soldats », dit-il à son chef d'état-major. « Ce sont des marchands qui jouent à la guerre. Quand il s'agit d'une vraie bataille, ils fuient. » 800 km au sud, dans la ville de Nancy, le général George Patton regardait la même carte, mais son visage ne montrait pas de suffisance, mais une froide fureur. Sa 3e armée se préparait à la manœuvre la plus incroyable de l'histoire militaire moderne. « Dans 48 heures, dit Patton à ses commandants, nous allons faire pivoter toute l'armée de 90 degrés et porter un coup que les Allemands n'oublieront jamais. » 4 jours plus tard, Dietrich ne souriait plus. Son armée SS invincible était encerclée et les Américains qui l'avaient tant méprisé étaient en train d'écrire de nouvelles règles de guerre éclair. Voici l'histoire de comment la moquerie s'est transformée en cauchemar et comment le plus grand pari d'Hitler est devenu le plus grand triomphe de Patton. Le 16 décembre 1944, à 5h30 du matin, le silence des forêts des Ardennes fut brisé par le tonnerre d'un millier de canons. L'opération Wart am Rhein, dernière tentative désespérée d'Hitler pour changer le cours de la guerre, avait commencé. 200 000 soldats allemands, 600 chars, 1900 canons s'abattirent sur un front de 80 km défendu par seulement 4 divisions américaines. C'était la plus grande offensive allemande sur le front occidental depuis 1940. Hitler avait choisi pour sa dernière frappe le même endroit où 4 ans plus tôt ses armées avaient percé jusqu'à la Manche et écrasé les Français. Les Ardennes, terrain difficile avec des forêts denses et des routes étroites, semblaient l'endroit parfait pour une attaque surprise. Le commandement américain considérait ce secteur comme tranquille et y avait stationné ses unités les moins expérimentées. La 106e division d'infanterie était arrivée au front seulement 2 semaines plus tôt. La 28e division d'infanterie se remettait de violents combats dans la forêt de Hürtgen. Les premières heures de l'offensive semblèrent brillantes pour les Allemands. Les unités américaines prises au dépourvu reculèrent dans la panique. Des bataillons entiers se rendirent. Le premier jour, les Allemands avancèrent de 20 km. À Berlin, l'euphorie régnait. Goebbels préparait une proclamation d'un second Dunkerque. Les généraux de la Wehrmacht, qui reculaient depuis des mois, crurent soudain à la possibilité de la victoire. Mais au quartier général allié de Versailles, l'atmosphère était entièrement différente. Le général Eisenhower réalisa que les Allemands avaient misé tout ce qui leur restait. Ce n'était pas une diversion tactique. C'était un pari stratégique qui pouvait soit prolonger la guerre d'1 an, soit y mettre fin pour toujours. Et donc Eisenhower prit la décision la plus audacieuse de sa carrière. Il appela Patton. Le plan de l'opération Wart am Rhein naquit au quartier général allemand à l'automne 1944. Par désespoir et espoirs irréalistes, Hitler, pris en tenaille entre l'armée rouge qui avançait à l'est et les alliés à l'ouest, cherchait un moyen de changer radicalement la situation. Le 16 septembre 1944, le Führer convoqua le général d'armée Alfred Jodl et annonça un plan qui choqua même cet officier d'état-major chevronné. Les forces allemandes devaient percer les Ardennes, traverser la Meuse, capturer Anvers et couper les armées alliées en 2. Si nous parvenons à prendre Anvers, dit Hitler en traçant son doigt sur la carte, les Britanniques et les Américains seront divisés. Ils devront faire une paix séparée avec nous, et alors nous pourrons tout jeter contre les bolcheviks. Le plan paraissait grandiose sur le papier. 3 armées, les 5e et 6e armées blindées SS plus la 7e armée, devaient parcourir 150 km jusqu'à Anvers en seulement 4 jours. Pour cela, Hitler concentra les dernières réserves stratégiques du Reich, 12 divisions blindées, y compris les unités SS les plus élitistes. Mais Jodl et d'autres généraux virent des problèmes évidents. Les Allemands manquaient de carburant. Chaque division blindée avait des munitions et des fournitures pour seulement 150 km. La Luftwaffe pouvait aligner au mieux 800 avions contre 4000 alliés. Et surtout, les Américains n'étaient plus les novices inexpérimentés défaits à Kasserine en 1943. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant nominal du front occidental, appela l'opération une grande fantaisie.
Le maréchal Walter Model, qui devait commander l'offensive directement, demanda de la réduire. Mais Hitler était catégorique. « Cette opération est notre dernière chance, dit-il. Soit nous brisons les Alliés maintenant, soit nous perdons la guerre entièrement. » La préparation de l'opération se déroula dans le plus strict secret. Le nom de code Wacht am Rhein, veille sur le Rhin, était destiné à créer l'impression que les Allemands se préparaient à la défense, non à l'attaque. Les mouvements de troupes ne se faisaient que de nuit. La communication radio était interdite. Les officiers prêtaient serment de silence sous peine d'exécution. Le 15 décembre, les Allemands avaient concentré 200 000 hommes, 600 chars et canons d'assaut, 1900 pièces d'artillerie dans les Ardennes. C'était la plus grande concentration de forces allemandes sur le front occidental depuis l'invasion de la Normandie. Face à eux, les Américains n'avaient que 83 000 soldats dans 4 divisions. Le commandement américain considérait les Ardennes trop difficiles pour des opérations à grande échelle. Le 8e corps du général Troy H. Middleton tenait le secteur avec des unités vertes et épuisées. L'officier allemand Freiherr von Freiberg décrivit l'ambiance dans les tranchées américaines avant l'attaque. Les Yankees jouaient aux cartes, écoutaient du jazz à la radio et rêvaient de Noël à la maison. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le 16 décembre 1944, à 5h30, l'artillerie allemande ouvrit le barrage le plus lourd sur le front occidental depuis le jour J. 1900 canons déversèrent simultanément le feu sur les positions américaines le long d'un front de 80 km. Le soldat James McNamara de la 99e division d'infanterie se souvint plus tard. « J'avais été dans l'infanterie pendant 2 ans, mais je n'avais jamais vu un tel enfer. Le sol sautait sous nos pieds, les arbres tombaient comme des allumettes. On avait l'impression que le monde se terminait. » Mais la préparation d'artillerie ne dura que 90 minutes. Les Allemands ne pouvaient pas se permettre de dépenser plus de munitions. Ils n'avaient tout simplement pas les réserves. À 7 heures, l'assaut d'infanterie commença, soutenu par les chars. Les premiers coups tombèrent sur le 14e groupe de cavalerie et la 106e division d'infanterie. Ces unités étaient les moins expérimentées du 8e corps du général Troy Middleton. La 106e n'était arrivée au front que le 11 décembre et n'avait pas encore entièrement préparé ses positions. L'offensive allemande suivit le schéma classique de la guerre éclair. Les chars infiltrèrent les points faibles de la défense, tandis que l'infanterie nettoyait les points forts laissés en arrière. Les coups les plus lourds vinrent de la 1re division blindée SS Leibstandart sur le flanc nord et de la 12e division blindée SS Hitlerjugend au centre. À midi, la situation pour les Américains était critique. 2 groupes de combat régimentaires de la 106e division, les 422e et 423e régiments d'infanterie étaient encerclés près du village de Schönberg. C'était la plus grande poche américaine depuis Batahan. Le colonel Georges Deschenaux, commandant du 422e, tenta de percer, mais les chars allemands contrôlaient déjà toutes les routes. À midi, il reçut un ordre du commandement de division. Tenez les positions à tout prix, l'aide est en chemin. Mais aucune aide ne vint. Le général Alan Jones, commandant de la 106e, avait perdu le contact avec la moitié de ses unités. Son quartier général à Saint-Vith se transforma en chaos. Les téléphones sonnaient constamment, des courriers se précipitaient avec des rapports contradictoires, et la carte de situation devint une mosaïque de taches rouges. Pendant ce temps, les unités blindées allemandes poussaient plus profondément dans les défenses américaines. Le groupe de combat de l'Obersturmbannführer SS Joachim Peiper de la 1re division blindée SS avança de 25 km et s'empara du village de Bullingen. Ici se produisit la première grande tragédie de la bataille. Une colonne américaine de médecins et de troupes de service tomba sur les chars de Peiper près de Malmedy. 84 Américains se rendirent, mais les SS de Peiper exécutèrent les prisonniers dans un champ. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Malmedy, devint un symbole de la brutalité de la bataille des Ardennes. À la fin de la journée, les Allemands avaient avancé de 20 km le long du front. Dans les quartiers généraux américains, la confusion régnait. Le général Courtney Hodges, commandant de la 1re armée, pour la première fois de la guerre, perdit le contrôle de la situation. Le 17 décembre fut le jour le plus sombre pour les forces américaines dans la bataille des Ardennes. L'offensive allemande se répandit comme une tache d'huile, engloutissant de plus en plus de territoire. À midi, il devint clair que ce n'était pas une diversion locale, mais une offensive à grande échelle. À Saint-Vith, carrefour de transport clé, la défense américaine craquait. Le général de division Robert Hasbrouck, commandant de la 7e division blindée, reçut l'ordre de se déplacer immédiatement pour aider les unités encerclées, mais sa division était dispersée le long d'un front de 30 km.
J'ai besoin d'au moins 12 heures pour concentrer mes forces, signala Hasbrouck par radio. Mais je crains que dans 12 heures, il ne reste personne à sauver. En effet, la situation des 422e et 423e régiments devenait désespérée. Encerclés dans les forêts près de Schöneberg, les soldats américains mouraient de faim et gelaient. Les Allemands resserraient méthodiquement le cercle en utilisant l'artillerie et les mortiers. Le soldat Elmer Clark du 423e régiment écrivit dans son journal « 3e jour d'encerclement, pas de nourriture, pas de munitions, nous ne pouvons pas évacuer les blessés. Les Allemands nous crient de nous rendre, ils promettent un bon traitement. Les gars commencent à craquer. » Le 19 décembre, la résistance des 422e et 423e régiments prit fin. 7000 soldats américains se rendirent. La plus grande capitulation des forces américaines en Europe. Les propagandistes allemands utilisèrent immédiatement l'événement pour remonter le moral de leurs troupes, mais toutes les unités américaines ne paniquèrent pas. Dans la ville de Bastogne, carrefour routier vital, la 101e division aéroportée se prépara au siège. Ces parachutistes, vétérans de Normandie et de l'opération Market Garden, n'avaient aucune intention de se rendre sans combattre. Le général de brigade Anthony McAuliffe, commandant par intérim de la division, reçut un ultimatum allemand. « L'honneur exige que vous vous rendiez pour éviter une effusion de sang inutile. » La réponse de McAuliffe devint légendaire. « Noix. » Pendant ce temps, les divisions blindées allemandes poussaient en avant. Le groupe de combat de Piper atteignit le village de Stavlo, à seulement 10 km d'un énorme dépôt de carburant américain à Spa. Si les SS l'avaient capturé, ils auraient eu assez de carburant pour atteindre la Meuse. Mais ici, les Allemands rencontrèrent l'ingéniosité américaine. La compagnie du génie du lieutenant-colonel David Pergrin piégea tous les ponts sur la route de Piper avec des explosifs. Quand les chars allemands approchèrent de Stavlo, les Américains firent sauter le pont sur la rivière Amblève. Piper était piégé. Devant, un pont détruit et des canons anti-chars américains. Derrière, d'autres unités américaines lançant déjà des contre-attaques. Les munitions et le carburant s'épuisaient. Nous sommes dans une position où chaque heure peut être notre dernière, nota Piper dans son journal de guerre. Les Américains se révèlent des adversaires beaucoup plus coriaces que prévu. À la fin de la journée, il était clair que l'avancée allemande perdait son élan. La résistance héroïque de garnisons américaines isolées, les ponts détruits et les pénuries de carburant ralentissaient tous la poussée allemande. Le 19 décembre 1944, à 10h du matin, le téléphone sonna au quartier général de la 3e armée à Nancy. Le général George Patton décrocha et entendit la voix du commandant suprême. « George, la situation dans les Ardennes est critique. J'ai besoin de votre armée. » Eisenhower expliqua succinctement. Les Allemands avaient percé sur 60 km. 2 divisions américaines étaient détruites. Bastogne était assiégée. « Combien de temps vous faudra-t-il pour tourner votre armée vers le nord » demanda-t-il. « 48 heures, répondit Patton sans hésitation. « Donnez-moi 48 heures et j'attaquerai. » Eisenhower fit une pause. Ce que Patton proposait semblait impossible. La 3e armée était déployée vers l'est, se préparant à traverser la Sarre. Maintenant, elle devait pivoter de 90 degrés et marcher 150 km vers le nord au milieu de l'hiver sur des routes glacées. N'importe quel autre général aurait demandé 1 semaine pour se regrouper. Patton promettait 48 heures. « D'accord, dit Eisenhower. Faites-le. » Patton raccrocha le combiné et se tourna vers son état-major. Le chef d'état-major, le général de division Hugh Gaffey, secoua la tête devant la carte. « Chef, c'est impossible. Nous avons 133 000 hommes, 800 chars, 500 canons. Comment pouvons-nous les déplacer en 2 jours, Gaffey ?» Patton sourit. « Vous n'avez pas encore vu ce qu'une vraie armée peut faire. Vous êtes sur le point de le voir. » Pendant les 2 heures suivantes, le quartier général de la 3e armée bourdonna d'une activité fébrile. Les officiers de planification tracèrent les itinéraires pour des centaines de colonnes. Les officiers de communication organisèrent les réseaux radio. Les officiers de ravitaillement calculèrent les besoins en carburant et munitions. À 13h, Patton rassembla ses commandants de division. « Messieurs, dit-il, nous faisons face à l'opération la plus difficile de la guerre. Nous devons tourner toute l'armée vers le nord et frapper les Allemands dans 48 heures. Qui pense que c'est impossible ?» Personne ne leva la main. Les commandants de la 3e armée connaissaient leur vieux sang et tripes. Quand Patton faisait une promesse, il la tenait. « Excellent, continua Patton. La 4e division blindée se déplace vers Arlon, la 26e infanterie vers Luxembourg, la 80e infanterie vers Mersch. La marche commence aujourd'hui à 18h. Des questions, le général de division Hugh Gaffey, commandant de la 4e blindée, leva la main.
Monsieur, qu'en est-il des ravitaillements? Nous allons nous couper de nos bases. Les ravitaillements viendront, répondit fermement Patton. J'ai pris des dispositions avec les Français, ils nous donnent tous leurs dépôts. De plus, l'aviation de l'armée lardera des munitions par les airs. À 18h, la 3e armée de Patton commença le redéploiement le plus rapide de l'histoire militaire moderne. Sur les routes gelées de France et du Luxembourg se déplacèrent des centaines de colonnes de chars, de canons et de camions. 133 000 soldats marchèrent vers le destin. La nuit du 20 décembre fut infernale pour les soldats de Patton. Les températures chutèrent à moins 15 degrés Celsius et les routes devinrent des patinoires. Des centaines de colonnes se déplaçaient dans l'obscurité, guidées uniquement par des phares de masquage. Le sergent Mike O'Connor de la 4e division blindée écrivit plus tard à sa femme « Nous avons marché toute la nuit sur des routes gelées, les chars dérapaient, les camions glissaient dans les fossés, mais personne ne s'arrêtait. » Patton a dit 48 heures, alors ce sera 48 heures. Le défi logistique était stupéfiant. La 3e armée avait 15 000 véhicules, des chars aux cuisines de campagne. Tous devaient être déplacés de 150 km sans perdre l'efficacité au combat. Le colonel Walter Muller, chef de la section mouvement de l'armée, conçut un plan détaillé. Les routes furent divisées en couloirs. Les divisions blindées prirent les autoroutes principales, l'infanterie les routes secondaires, l'artillerie et les unités de soutien les routes arrières. Chaque colonne avait un horaire précis. Les chars à 25 km/h sur les autoroutes, 15 km/h sur les routes de terre. L'infanterie motorisée à 30 km/h, l'artillerie sur tracteur à 20 km/h. Arrêt uniquement pour le ravitaillement et l'entretien. Des gendarmes français dirigeaient la circulation aux intersections. La police militaire américaine contrôlait les routes principales. Des bataillons du génie dégageaient la neige et répandaient du sable sur les tronçons glacés. Mais le plus grand défi était la dissimulation. La reconnaissance aérienne allemande ne devait pas découvrir le redéploiement de la 3e armée. Donc les mouvements se déroulaient uniquement de nuit, les colonnes se cachant dans les forêts le jour. Le 20 décembre à 14h, les premières unités de la 4e division blindée atteignirent la zone d'Arlon à seulement 30 km de Bastogne. C'était fantastiquement rapide, 150 km en 20 heures. Le général de division Gaffy installa immédiatement son poste de commandement et contacta Patton par radio. « Mon général, l'avant-garde est en position, prête au combat. » « Excellent, vous, répondit Patton. Maintenant, montrez aux Allemands ce que la vitesse américaine signifie réellement. Pendant ce temps, la 26e division d'infanterie du général Willard Paul atteignit des positions près de la ville de Luxembourg. La 80e division d'infanterie du général Horus McBride se rassembla dans la zone de MCH. En 36 heures, Patton avait déplacé 133 000 hommes et 15 000 véhicules. C'était le redéploiement stratégique le plus rapide d'une armée de toute la Seconde Guerre mondiale. Le commandement allemand n'avait aucune idée qu'une armée entière approchait du sud. Mais Patton n'avait aucune intention de s'arrêter. Le 21 décembre, à 6 heures, il donna l'ordre. « Nous attaquons aujourd'hui ». Pas de préparation d'artillerie, pas d'attaque de reconnaissance, juste en avant et déchirons-leur les tripes. La 3e armée se prépara pour la contre-attaque la plus audacieuse de son histoire. Le 22 décembre 1944, à 6h du matin, le silence du matin des Ardennes fut brisé par le rugissement des moteurs de chars. La 4e division blindée de Patton de la 3e armée lança une contre-attaque depuis le sud contre les positions allemandes. Le général de division Hugh Gaffy déploya sa division en formation classique. Bataillon de chars en avant, infanterie motorisée sur half-track derrière eux, artillerie automotrice sur les flancs. 160 chars Sherman et 80 canons automoteurs poussèrent vers le nord. Les Allemands furent pris complètement au dépourvu. Le général de groupe d'armée SS Sepp Dietrich, qui seulement hier s'était moqué des boutiquiers américains, essayait maintenant frénétiquement de déplacer des réserves pour faire face à la nouvelle menace. « D'où ont-ils sorti une armée entière » cria-t-il par radio à son chef d'état-major. « Il y a 3 jours, ils fuyaient en panique, et maintenant ils attaquent avec 3 divisions à la fois. » Le premier affrontement eut lieu près du village de Martelange. Le 5e régiment parachutiste allemand s'était retranché parmi les maisons de pierre et s'était préparé à repousser un assaut frontal. Mais les Américains attaquèrent différemment de ce que les parachutistes attendaient. Au lieu de frapper de front, les chars Sherman se divisèrent en petits groupes et encerclèrent le village depuis 3 directions simultanément. Les obusiers automoteurs M7 Priest tirèrent des obus directs dans les bâtiments, tandis que l'infanterie avançait sous couverture d'écrans de fumée. En 2 heures, Martelange fut libéré.
Pertes allemandes, 340 tués et blessés, 180 capturés. Pertes américaines, 23 tués et 67 blessés. Le ratio de pertes parlait de lui-même, mais le plus grand effet fut psychologique. Les soldats allemands qui seulement hier s'étaient sentis comme des vainqueurs, réalisèrent soudainement qu'ils étaient ceux qui étaient attaqués. Une attaque si rapide et si décisive que la résistance semblait féodale. L'officier subalterne SS Heinrich Schultz de la 12e division blindée SS écrivit dans son journal « Les Américains attaquent comme des fous. Leurs chars sont partout, en avant, sur les flancs, derrière. Il semble qu'ils ont des réserves sans fin. Nous n'avons que ceux qui restent après 5 jours d'assaut. » À midi, la 4e division blindée avait avancé de 8 km et atteint les approches de Bastogne. Ici, les Américains furent face à une résistance importante. Les Allemands précipitèrent la 15e division de grenadiers blindés et la 5e division parachutiste. La bataille la plus féroce de la contre-attaque commença. Les Panthers et Tigers allemands s'affrontèrent avec les Sherman américains en terrain ouvert. Techniquement, les chars allemands étaient supérieurs, mais les Américains avaient l'avantage en nombre et surtout en logistique. Quand un char allemand était détruit, son équipage n'avait souvent nulle part où se replier. Quand un Sherman américain était perdu, un autre roulait en avant dans l'heure. Les approvisionnements de Patton en carburant et en munitions semblaient inépuisables. Le capitaine James Lyon, commandant d'une compagnie de chars, se souvint. « Nous avons perdu 12 chars en une journée, mais le soir, nous avons reçu 15 remplacements. Les Allemands en ont perdu 8 et n'en ont reçu aucun. » L'arithmétique de la guerre était de notre côté. À la fin du 22 décembre, l'anneau allemand autour de Bastogne fut percé depuis le sud. La 4e division blindée établit un corridor étroit vers la place forte assiégée. La 101e division aéroportée fut sauvée. Le 23 décembre apporta un changement de temps qui modifia complètement l'équilibre des forces. Le brouillard se leva, le ciel se dégagea, et la puissance aérienne américaine put enfin entrer dans la bataille. À 8h30, les premiers P-47 Thunderbolt apparurent au-dessus du champ de bataille. Chaque chasseur bombardier lourd portait 10 roquettes HVAR et des bombes de 500 livres. Les colonnes blindées allemandes se détachaient comme des cibles faciles contre les champs couverts de neige. Le major Robert S. Johnson, as du 56e groupe de chasse, mena la première frappe. Nous avons vu l'image parfaite en dessous de nous. Chars et camions allemands alignés le long de la route sur des kilomètres. C'était comme un stand de tir. Le premier jour des opérations aériennes, les Allemands perdirent 89 chars et canons d'assaut, plus de 200 véhicules et tracteurs. Ce fut un coup dont les divisions blindées ne se remirent jamais. Mais au sol, les combats ne firent que s'intensifier. Encouragé par le succès à Bastogne, Patton ordonna l'expansion de l'offensive. La 26e division d'infanterie attaqua en direction de Wiltz, tandis que la 80e infanterie poussa sur Ettelbruck. La bataille la plus féroce éclata pour la ville de Diekirch. Cette petite ville luxembourgeoise devint la clé de toute la position allemande dans le secteur sud de la poche. Celui qui tenait Diekirch contrôlait les principales communications de la force allemande. Les Allemands amenèrent la 352e division d'infanterie et des restes de la 276e division d'infanterie. La défense était commandée par le colonel expérimenté Erich Schmidt, un vétéran du front de l'Est. « Cette ville est la clé de notre flanc sud », dit Schmidt à ses hommes. « Si les Américains la prennent, toute la 7e armée risque l'encerclement. » L'attaque sur Diekirch fut menée par le colonel Harry Flanagan de la 80e division d'infanterie. Son plan était simple mais efficace, attaque de diversion depuis l'ouest et l'est, avec la frappe principale depuis le nord où les Allemands s'y attendaient le moins. La bataille commença à 5h le 24 décembre. Les obusiers américains de 105 mm bombardèrent les positions allemandes pendant 1 heure, après quoi 3 bataillons d'infanterie avancèrent avec soutien de chars. Les Allemands résistèrent désespérément. Chaque maison devint une forteresse, chaque rue une ligne défensive. Les Américains combattirent maison par maison, pièce par pièce. Le sergent Frank Peterson du 317e régiment d'infanterie se souvint, c'était comme l'enfer. Les Allemands étaient assis dans des caves avec des mitrailleuses et des Panzerfaust. N'importe quelle pièce pouvait être la dernière. Mais nous avons poussé en avant parce que nous savions que Patton était derrière nous. À la fin de la journée, les Américains tenaient la moitié de la ville. Les Allemands se replièrent au centre et se retranchèrent dans une église de pierre du XIVe siècle. De là, ils continuèrent à tirer sur les troupes américaines. Flanagan demanda des renforts. Une batterie d'obusiers de 155 mm. 2 coups directs réduisirent l'église ancienne en décombres. La résistance allemande s'effondra. Le jour de Noël, le 25 décembre,
Diekirch fut entièrement libéré. Le flanc sud de la poche allemande commença à s'effondrer. Le 25 décembre 1944 entra dans l'histoire comme le miracle de Noël de la 3e armée de Patton, le jour où toute l'Europe chrétienne célébra la naissance du Christ et où les soldats américains reçurent le meilleur cadeau, la chance de gagner. À 6h du matin, Patton arriva personnellement au poste de commandement avancé de la 4e division blindée près de Bastogne. Il voulait évaluer la situation lui-même et planifier la prochaine phase de la contre-attaque. « Messieurs, dit-il à ses commandants, les Allemands nous ont fait le meilleur cadeau de Noël. Ils se sont déversés hors de leurs fortifications et se sont laissés détruire en terrain découvert. Maintenant, c'est à notre tour de distribuer des cadeaux. » La situation favorisait vraiment les Américains. En 4 jours de contre-attaque, la 3e armée avait avancé de 20 km, libéré Bastogne et capturé des villes clés. Plus important encore, l'initiative allemande était partie pour de bon. Le général de groupe d'armée SS Dietrich, qui une semaine plus tôt avait rêvé d'un second Dunkerque, cherchait maintenant fébrilement des moyens de sauver ses divisions de la destruction. Sa 6e armée blindée SS avait perdu la moitié de ses chars et un tiers de ses effectifs. « Les Américains ne se battent plus comme avant », rapporta-t-il à Hitler. « Ils sont devenus plus rapides, plus audacieux, plus impitoyables. Leur Patton nous a tous déjoués. » En effet, les tactiques de Patton étaient radicalement différentes de l'approche américaine traditionnelle. Au lieu d'une préparation lente et d'avancée prudente, il choisit la vitesse et l'agressivité. Ses chars frappaient là où on les attendait le moins. Son infanterie ne s'arrêtait jamais pour consolider les lignes. « La vitesse est tout », répétait Patton. « Pendant que les Allemands réfléchissent, nous agissons. Pendant qu'ils se regroupent, nous attaquons. Ils jouent à la guerre, nous la gagnons. » Le 26 décembre, la 3e armée lança une nouvelle étape de l'offensive. L'objectif n'était plus seulement de dégager Bastogne, mais d'encercler et d'anéantir toute la partie sud de la poche allemande. La 4e division blindée frappa vers le nord-est, visant à couper la route Bastogne-Oufalise. La 26e division d'infanterie avança sur Wiltz. La 80e infanterie nettoya la résistance allemande restante au Luxembourg. Les combats les plus féroces éclatèrent pour le village de Cibré, transformé en point fort par les Allemands. La 15e division de grenadiers blindés avait transformé chaque ferme en bunker, chaque grange en position de tir. Mais les Américains trouvèrent une solution non orthodoxe. Au lieu d'un assaut frontal, le colonel Creighton Abrams, commandant du 37e bataillon de chars, ordonna à ses Sherman d'attaquer de nuit avec les phares allumés. « Les Allemands s'attendent à ce que les chars attaquent de jour », expliqua Abrams. « Un assaut nocturne avec des lumières les étourdira. » Le pari fonctionna brillamment. Les artilleurs antichars allemands, aveuglés par les faisceaux des chars, ne pouvaient pas viser. L'infanterie paniqua et abandonna les positions. En 3 heures, Cibré fut capturée. Fin décembre, la poche allemande s'était transformée en sac. De 3 côtés, elle était pressée par les forces américaines et britanniques. Les voies de retraite furent coupées par l'artillerie et l'aviation. Le 27 décembre, la confusion frisait la panique au quartier général allemand. Ce qui semblait être une avancée triomphale une semaine plus tôt était maintenant une catastrophe. Le maréchal Walter Model, commandant du groupe d'armée B, convoqua une réunion d'urgence à son quartier général à Ziegenberg. Les rapports des commandants de division dressaient un tableau sombre. Le colonel Otto Skorzeny, commandant de la 150e brigade blindée, « Mon unité a perdu 60% de son équipement. Les Américains attaquent si vite que nous ne pouvons pas manœuvrer. » Le général de division Siegfried Rauch de la 5e division parachutiste. « Ma division est dispersée, les régiments n'ont pas de contact entre eux, l'artillerie américaine tire 24 heures sur 24. » Le lieutenant-général Fritz Bayerlein de la division blindée Panzerlehr. « Il me reste 18 chars sur 80, du carburant pour 1 jour, des munitions pour une demi-journée. » Model écouta avec un visage de pierre. Le tacticien virtuose qui avait retenu l'armée rouge pendant 2 ans se tenait maintenant impuissant devant l'assaut américain. « Le problème n'est pas que les Américains se sont améliorés, dit-il à son chef d'état-major. Le problème est que nous sommes détériorés. Nos soldats sont épuisés, notre équipement usé, et nous n'avons pas de réserve. » En effet, les divisions participant à l'offensive étaient des ombres de la gloire passée de la Wehrmacht. La 12e division blindée SS Hitlerjugend était composée de garçons de 16 à 17 ans. La 276e division d'infanterie était remplie de réservistes de 40 à 50 ans. Même la première division blindée SS d'élite souffrait d'un manque d'officiers expérimentés. Pendant ce temps,
Patton préparait le coup final. Le 28 décembre, il convoqua ses principaux commandants et dévoila l'opération Thunderbolt. « Messieurs, dit-il, les Allemands sont coincés dans les Ardennes comme une mouche dans une toile. Il est temps de refermer le piège pour de bon. » Le plan était audacieux et risqué. La 3e armée pivotera vers le nord-ouest et fera la jonction avec la 1re armée de Hodge avançant depuis le nord. Cela formerait une poche piégeant 3 armées allemandes, mais pour ce faire, ils devaient parcourir encore 40 km à travers un terrain difficile contre une défense allemande désespérée. Le tout en plein hiver, avec des températures plongeant à moins 20 degrés Celsius. « Mon général, dit le général de division Eddy, commandant du 12e corps, et si les Allemands parviennent à se retirer ? Ils ne le feront pas, sourit Patton. Hitler ne les laissera pas. Il leur ordonnera de tenir jusqu'au dernier, et ce sera sa dernière erreur. » Le 29 décembre, l'opération Thunderbolt commença. 3 corps de la 3e armée frappèrent vers le nord-ouest. La 4e blindée poussa vers Bastogne. La 6e blindée attaqua Wardin. La 11e blindée avança sur Oufalise. La résistance allemande fut désespérée, mais désorganisée. Leurs divisions dispersées ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Les Américains utilisèrent leur mobilité, frappant là où l'ennemi était le plus faible. À la fin de la journée, la poche avait rétréci de 15 km supplémentaires. Pertes allemandes, plus de 8000 hommes et 150 chars. Pertes américaines, 890 hommes et 23 chars. Le 1er janvier 1945, Patton reçut un rapport de renseignement qui l'intrigua. Les Allemands avaient déployé un bataillon de chars lourds, 14 Tigres royaux, les chars les plus puissants du monde. Ces monstres de 70 tonnes, armés d'un canon de 88 mm, étaient pratiquement invulnérables aux chars américains standards. Un seul Tigre royal pouvait anéantir une compagnie entière de Sherman sans subir de dommages. « Intéressant, dit Patton à son chef du renseignement. Alors, les Allemands veulent tester leurs jouets contre nous. Voyons comment ça se passe. » Le 2 janvier, les Tigres royaux du 501e bataillon de chars lourds SS entrèrent en combat près du village de Noville. Leur faisant face était le 8e bataillon de chars de la 4e division blindée, 17 Sherman, sous les ordres du lieutenant-colonel Jenks Richardson. Sur le papier, cela ressemblait à David contre Goliath. Le Sherman pesait 32 tonnes et montait un canon de 76 mm efficace, contre un Tigre royal seulement à moins de 500 mètres. Le Tigre royal pouvait tuer un Sherman à 2000 mètres. Mais Richardson était un vétéran de la campagne d'Afrique. Il savait que dans les batailles de chars, le gagnant n'est pas celui qui a le meilleur char, mais celui qui a les meilleures tactiques. « Écoutez attentivement, dit-il à ses équipages par radio. Nous ne les combattrons pas de front. Nous chasserons comme des loups en meute, rapidement, de manière inattendue. » Richardson divisa son bataillon en 4 groupes de 4 chars chacun. Un groupe attirerait le feu allemand avec une démonstration frontale. Les 2e et 3e prendraient par les flancs, le 4e frapperait par l'arrière. La bataille commença à 10 heures. Les Tigers allemands, positionnés sur une colline, détruisaient méthodiquement les chars américains. En 5 minutes, ils détruisirent 3 Sherman sans perte. Mais ensuite, la tactique américaine fonctionna. Pendant que les Allemands se concentraient sur le groupe frontal, le groupe de flanc frappa leur blindage latéral plus faible. Le blindage latéral était bien moins résistant que l'épaisse plaque frontale. Le résultat stupéfia même les Américains. En 40 minutes, ils détruisirent 8 Tigres royaux tout en perdant 6 Sherman. Le ratio de coups était stupéfiant. Un Tigre royal valait 5 Sherman. Plus important encore, ce fut un coup psychologique écrasant. L'arme la plus puissante des Allemands n'était pas invincible après tout. Les Américains prouvèrent que même la supériorité technique ne vous sauve pas si l'ennemi vous surpasse en intelligence. L'officier supérieur SS Johann Piper, commandant du 501e bataillon, transmit par radio. Les Américains se battent complètement différemment maintenant. Ils sont plus intelligents, plus rapides, plus audacieux. Nos tigres ont été battus non par des machines, mais par des tactiques. Le 3 janvier, Patton a personnellement inspecté le Rex. Marchant parmi les carcasses fumantes des tigres royaux, il a prononcé la phrase qui est devenue célèbre. « Peu importe la taille et la puissance de votre char, ce qui compte, c'est qui s'assoit à l'intérieur. » Le 8 janvier 1945, Hitler a finalement pris la décision la plus difficile de sa carrière militaire.
Il a autorisé un repli des Ardennes. 22 jours de combats sanglants avaient montré que le dernier pari de l'Allemagne avait échoué. Mais le retrait allemand n'était pas moins dramatique que l'offensive. Sous les attaques constantes de l'aviation et de l'artillerie américaine, peinant sur des routes glacées, abandonnant du matériel et des blessés graves, 3 armées allemandes se sont battues pour revenir vers la ligne Siegfried. Patton n'avait aucune intention de laisser les Allemands se retirer paisiblement. Ils sont venus comme des invités non désirés, a-t-il dit, maintenant qu'ils en paient le prix. Les 9 et 10 janvier, la 3e armée a frappé les colonnes allemandes en retraite. L'aviation américaine a opéré jour et nuit, transformant les marches allemandes en cauchemars sanglants. Le major garde-angle de la 12e division Panzer SS a écrit dans son journal « Ce n'est pas une retraite, c'est une déroute. Des véhicules détruits partout, des corps partout. Les avions américains nous chassent comme des lapins. La discipline s'effondre. Le 16 janvier, les pointes de lance des 3e et 1re armées américaines se sont rencontrées près de Houffalize. Le saillant a été éliminé. La bataille des Ardennes s'est terminée par une victoire alliée complète. Les résultats ont été catastrophiques pour l'Allemagne. La Wehrmacht a perdu 67 000 hommes tués, blessés ou capturés, 700 chars et canons d'assaut, et 1600 avions. C'étaient les dernières réserves stratégiques du Reich. Les pertes américaines s'élevaient à 19 000 hommes et 733 chars. Mais contrairement aux Allemands, les États-Unis pouvaient remplacer de telles pertes en quelques semaines. Le maréchal Rundstedt, évaluant le résultat de la bataille, a prononcé la phrase qui est devenue l'épitaphe du Troisième Reich. Après les Ardennes, nous n'avons plus de ressources pour des opérations stratégiques. Désormais, nous ne pouvons que battre en retraite et attendre la fin. Mais le pire coup pour l'Allemagne n'était pas matériel, mais moral. Leur dernière tentative de changer le cours de la guerre s'était effondrée avec fracas. Les soldats de la Wehrmacht, qui en décembre croyaient encore en une victoire possible, savaient maintenant que la guerre était définitivement perdue. Patton, au contraire, était au sommet de sa gloire. En 26 jours de combat, sa 3e armée avait marché 150 km, détruit 4 divisions allemandes et libéré des dizaines de villes. Le 16 janvier, Eisenhower a personnellement visité le quartier général de la 3e armée pour féliciter Patton. « George, a-t-il dit, ce que vous avez fait dans les Ardennes entrera dans l'histoire comme l'un des plus grands exploits des forces armées américaines. » Lorsque la bataille des Ardennes s'est terminée, il était temps de faire le bilan et d'analyser les erreurs. Pourquoi le dernier pari de l'Allemagne a-t-il échoué de manière si catastrophique ? Pourquoi des armées qui avaient autrefois triomphé sur tous les fronts étaient-elles désormais impuissantes contre les Américains ? L'erreur principale du commandement allemand a été de sous-estimer l'ennemi. La Wehrmacht, habituée aux victoires de 1939 à 1942, n'a pas réalisé que l'armée américaine de 1944 était fondamentalement différente des novices de 1942 et 1943. Le général de division Kenneth Strong, chef du renseignement d'Eisenhower, a effectué une analyse détaillée de la planification allemande de l'opération Wacht am Rhein. Ses conclusions étaient frappantes. Les Allemands ont planifié cette opération en utilisant la logique de 1940. Ils s'attendaient à ce que les Américains paniquent et battent en retraite comme les Français l'avaient fait 4 ans plus tôt. Mais les Américains de 1944 étaient des soldats complètement différents. En effet, en 2 ans et demi de guerre, l'armée américaine s'était énormément développée. Les officiers avaient acquis de l'expérience en Afrique, en Italie et en Normandie. Les soldats avaient appris à se battre aussi bien que les Allemands. La technologie et la logistique américaines avaient atteint des niveaux d'efficacité inégalés. Les Allemands ont également sous-estimé la nature des Américains eux-mêmes. Contrairement aux Européens, habitués depuis longtemps à une hiérarchie rigide, les Américains étaient habitués à l'initiative et à l'indépendance. Lorsqu'un commandant était tué, un sergent prenait le commandement. Lorsque le sergent tombait, un simple soldat intervenait. Ce trait s'est révélé décisif dans le chaos des Ardennes. Les soldats allemands coupés de leur commandement perdaient souvent la volonté de se battre. Les Américains dans la même situation se battaient seulement plus fort. La supériorité technologique américaine a également joué un rôle crucial. En 1944, l'industrie américaine était à son apogée. Un char perdu pouvait être remplacé en quelques heures, un avion abattu en une journée, un pilote tombé en une semaine. Les Allemands, en revanche, se battaient aux limites de leurs ressources. Chaque char Tigre perdu était irremplaçable. Chaque ME-262 abattu était une catastrophe. Les pilotes expérimentés et les équipages de chars valaient leur pesant d'or.
Mais la plus grande erreur d'Hitler a été son illusion stratégique. Il a planifié l'offensive des Ardennes comme un tournant qui forcerait les alliés occidentaux à une paix séparée avec l'Allemagne. C'était une pure illusion. Fin 1944, les Alliés voyaient déjà la fin de la guerre approcher et se préparaient au règlement d'après-guerre. Aucun revers tactique ne pouvait les persuader de faire des compromis avec le régime nazi. Le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armée américain, l'a dit sans détour. Hitler vivait dans un monde d'illusions. Il pensait que nous étions comme les Français en 1940, mais nous ne sommes pas venus pour la gloire ou le territoire. Nous sommes venus pour détruire le nazisme à jamais. Les Allemands ont également mal calculé le facteur psychologique. Le massacre de Malmedy, où des troupes SS ont exécuté des prisonniers américains, n'a fait que renforcer la détermination alliée. Au lieu de la peur et de l'hésitation, cela a donné aux Américains une nouvelle motivation pour se battre jusqu'au bout. Le sergent Kurt Vonnegut du 285e régiment d'infanterie a écrit dans son journal : quand nous avons entendu parler de Malmedy, l'ambiance dans les compagnies a changé du jour au lendemain. Avant, nous voyions les Allemands comme des soldats ordinaires suivant les ordres. Maintenant, nous les voyons comme des meurtriers qui devaient être détruits. L'opération Wart am Rhein a révélé une autre faiblesse fatale de la stratégie allemande, la dépendance totale envers le Führer lui-même. Hitler a personnellement planifié l'opération, personnellement nommé les commandants et personnellement interdit le repli. Même lorsque les situations devenaient désespérées, un système construit sur le culte d'un seul homme s'est révélé fatalement fragile. Lorsque les décisions du Führer étaient mauvaises, elles ne pouvaient pas être corrigées. Personne n'osait s'opposer au plus grand commandant de tous les temps. Le système de commandement américain, en revanche, reposait sur la collégialité et le professionnalisme. Eisenhower consultait ses subordonnés. Patton écoutait son état-major. Les commandants de division avaient la liberté d'initiative. Le résultat était inévitable. Un système américain flexible a vaincu une hiérarchie allemande rigide. Pour saisir pleinement l'ampleur de la victoire américaine dans les Ardennes, il vaut la peine d'analyser en détail ce que Patton a accompli avec sa 3e armée. Les historiens militaires considèrent cette opération comme l'un des plus grands exemples d'art opérationnel du XXe siècle. Premièrement, Patton a démontré une vitesse de réaction inégalée. De l'appel téléphonique d'Eisenhower au lancement de l'attaque, seulement 72 heures se sont écoulées. En ce temps, la 3e armée a pivoté tout son front de 90 degrés et a marché 150 km. Pour comparaison, les Allemands avaient besoin d'au moins une semaine pour redéployer une seule armée et les Soviétiques environ 10 jours. Patton l'a fait en 3. Le secret résidait dans une organisation logistique extraordinaire. Le colonel Walter Müller, chef du mouvement de la 3e armée, a conçu un système qui permettait des mouvements de troupes massifs avec un minimum d'embouteillage ou de retard. Chaque division avait un itinéraire de marche détaillé à la minute près. Chaque colonne savait où et quand faire le plein. Chaque commandant avait des instructions d'urgence claires. La logistique est l'art du possible, a dit Müller, et nous avons rendu possible l'impossible. Deuxièmement, Patton a montré sa maîtrise de l'utilisation tactique de différentes armes. Ces divisions blindées n'agissaient pas comme des poings de fer brutaux, mais comme des scalpels chirurgicaux, tranchant les défenses allemandes à leurs points les plus faibles. Au lieu d'assauts frontaux, Patton utilisait des manœuvres de flanc. Au lieu de longs bombardements d'artillerie, il s'appuyait sur des frappes soudaines soutenues par des avions d'attaque. Au lieu d'avancées prudentes, il lançait des percées rapides avec exploitation immédiate. Patton se battait en dehors des règles, a déclaré le lieutenant-général Fritz Bayerlein, commandant de la division Panzerlehr. Quand nous nous attendions à ce qu'il frappe de face, il frappait sur le flanc. Quand nous nous préparions pour une attaque de flanc, il frappait par l'arrière. Troisièmement, Patton a montré une capacité unique à exercer une pression psychologique sur l'ennemi. Sa 3e armée n'avançait pas seulement, elle créait une atmosphère de défaite allemande inévitable. Des percées rapides, des flancs balayants, des coups soudains à l'arrière, tout cela érodait la confiance allemande. De nombreuses unités se sont rendues avant de tirer un seul coup. Patton ne combattait pas seulement nos soldats, a écrit plus tard le maréchal Model dans ses mémoires. Il combattait notre esprit. Et dans ce combat, nous avons perdu. Quatrièmement, le général américain a montré un rare talent pour coordonner plusieurs armées. La contre-attaque des Ardennes nécessitait une coopération étroite entre la 3e armée de Patton, la 1re armée de Hodge et la 9e armée de Simpson. Patton n'a pas simplement exécuté son rôle assigné, il a activement façonné les actions des forces voisines.
Son initiative a poussé les autres commandants à agir, créant un effet d'avalanche. Patton n'était pas seulement un commandant d'armée, a évalué Eisenhower, il était un catalyseur qui accélérait tout autour de lui. Enfin, Patton a révélé un instinct peu commun pour saisir l'initiative dans les conditions les plus dures. Lorsque les Allemands ont attaqué dans les Ardennes, la plupart des commandants américains pensaient à la défense. Patton a immédiatement commencé à planifier une contre-attaque. Cet état d'esprit, toujours à la recherche d'opportunités pour frapper, a fait de Patton un chef militaire unique. Il ne réagissait pas aux mouvements de l'ennemi, il forçait l'ennemi à réagir aux siens. La bataille des Ardennes s'est terminée il y a près de 80 ans, mais ses leçons restent pertinentes aujourd'hui. L'opération constitue à la fois un manuel sur la façon de ne pas planifier des offensives stratégiques et un modèle sur la façon de répondre à une crise. Leçon numéro 1. Sous-estimer l'ennemi mène toujours au désastre. Les planificateurs allemands ont basé l'opération Wart am Rhein sur des visions dépassées de l'armée américaine, ignorant à quel point elle avait changé en 2 ans de guerre. Les conflits modernes prouvent que cette leçon reste valable. Les armées qui ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles réalités sont condamnées, quelle que soit leur victoire passée. Leçon numéro 2. La vitesse de réaction en cas de crise compte souvent plus que la planification parfaite. Patton manquait de temps pour une préparation méticuleuse, mais il avait le sens de la décision et de l'improvisation. Dans les guerres d'aujourd'hui encore plus rapides, les conditions du champ de bataille peuvent changer en quelques heures. Les commandants qui perdent du temps en bureaucratie perdront face à ceux qui agissent rapidement et audacieusement. Leçon numéro 3. Le facteur psychologique est aussi vital que la force matérielle. Les Allemands avaient suffisamment de force pour réussir dans les Ardennes, mais après leur premier revers, ils ont perdu confiance. Les Américains, même dans leur heure la plus sombre, ont gardé confiance. Cette résilience leur a permis de résister aux coups et de saisir l'initiative. Leçon numéro 4. Un système de commandement flexible est essentiel. La hiérarchie rigide de l'Allemagne, avec Hitler prenant chaque décision, a échoué dans une situation dynamique. Le système américain construit sur l'autorité déléguée et l'initiative a permis aux commandants de s'adapter rapidement. Leçon numéro 5, la logistique est critique. L'offensive allemande s'est effondrée en grande partie en raison du manque de carburant et de munitions. Les Américains, en revanche, avaient des approvisionnements pratiquement illimités. Dans les conflits modernes, les chaînes d'approvisionnement sont encore plus complexes. Une armée qui ne peut pas se soutenir perdra, quel que soit l'héroïsme des soldats. Leçon numéro 6, la supériorité technologique compte. En 1944, l'avantage américain résidait non seulement dans la qualité des armes, mais dans la production de masse et l'utilisation efficace. Leçon numéro 7, la maturité stratégique du leadership est décisive. Les Américains voyaient la guerre comme plus que des batailles, il s'agissait de détruire l'idéologie nazie. Cette vision leur a permis de maintenir l'unité de la coalition même en crise et de se battre jusqu'à la victoire. Les Ardennes ont été la dernière grande tentative de l'Allemagne de modifier le cours de la guerre. Son échec a signifié que le sort du Troisième Reich était scellé. La route vers Berlin était ouverte. Lorsque les derniers combats dans les Ardennes se sont terminés en janvier 1945, il était clair que le monde avait changé pour toujours. L'opération qui était censée apporter à l'Allemagne un second Dunkerque était devenue son désastre final. L'ironie était que la moquerie allemande envers les Américains est devenue le catalyseur de leur propre défaite. Le mépris pour l'ennemi, la croyance en leur propre supériorité, le rejet des capacités américaines, tout cela a conduit à l'aveuglement stratégique. Le 16 décembre 1944, l'Obergruppenführer SS Sepp Dietrich avait de vraies raisons d'optimisme. Ses divisions ont percé les défenses américaines. Des milliers de soldats ennemis se sont rendus et la route vers Anvers semblait ouverte. Mais le 22 décembre, ce même Dietrich essayait désespérément de sauver ce qui restait de son armée. Ainsi, les marchands américains s'étaient révélés des guerriers si redoutables que même les unités d'élite SS ne pouvaient pas leur résister. Qu'est-ce qui s'était passé en ces 6 jours ? Comment une armée en retraite dans la panique a-t-elle saisi l'initiative et porté un coup de contre-attaque dévastateur ? La réponse ? Les Allemands se battaient contre des perceptions dépassées, pas contre la réalité. Leur image de l'armée américaine avait 2 ans de retard. En ce temps, les Américains étaient passés de novices bruts à des soldats professionnels. Plus important encore,
les Américains ont prouvé un principe de la guerre moderne. La victoire ne va pas à ceux qui ont les traditions les plus fières, mais à ceux qui s'adaptent le plus rapidement aux nouvelles conditions. L'armée allemande, accablée d'une immense expérience historique, s'est révélée trop conservatrice. L'armée américaine, libre de dogmes et de stéréotypes, a développé de nouvelles approches du combat. Patton est devenu le symbole de cette nouvelle philosophie américaine de la guerre. Sa troisième armée ne se battait pas selon le canon académique, mais selon la logique de l'efficacité. L'objectif était les résultats, pas l'adhésion à la tradition. « Je ne combats pas les généraux allemands », a dit Patton, « je combats les soldats allemands. Et mes soldats sont meilleurs que les leurs. » Cette philosophie s'est avérée victorieuse. En 3 semaines de combat dans les Ardennes, les Américains n'ont pas seulement repoussé l'offensive allemande, ils ont présenté un nouveau modèle de guerre qui est devenu la norme pour les conflits futurs. Vitesse, flexibilité, supériorité technologique, maîtrise de la logistique et impact psychologique sur l'ennemi. Tous ces éléments ont été réunis pour la première fois dans un seul système dans les Ardennes. Les Allemands, en revanche, ont révélé le danger de s'accrocher aux gloires passées. La Blitzkrieg, si efficace en 1939 à 41, a échoué contre un ennemi qui avait appris à la contrer. L'opération Wart am Rhein est devenue le chant du cygne de l'ancienne école européenne de guerre. Après les Ardennes, il était clair que l'avenir appartenait à ceux qui changeaient rapidement et osaient expérimenter. La victoire américaine dans les Ardennes avait un poids symbolique immense. Elle a prouvé au monde que les États-Unis n'étaient pas seulement un géant industriel, mais aussi une grande puissance militaire. L'équilibre des pouvoirs européens a été changé pour toujours. L'époque où les armées européennes décidaient du sort du continent était révolue. L'ère américaine avait commencé, et elle continue encore. La bataille des Ardennes s'est terminée il y a près de 8 décennies. Pourtant, son écho résonne encore. Ce ne fut pas simplement une victoire militaire, mais un symbole d'un changement épique, la transition de l'ancien monde vers le nouveau. Le matin du 16 décembre 1944, lorsque les canons allemands ont tonné à travers la forêt des Ardennes, peu auraient pu prévoir que cette opération serait la dernière tentative de l'Europe pour maintenir sa domination. L'Allemagne, héritière de siècles de traditions militaires, a misé tout ce qui lui restait. Face à elle se tenait la jeune armée américaine, une force issue d'un pays qui seulement 40 ans plus tôt avait combattu des tribus autochtones, mais qui revendiquait désormais le leadership mondial. Le résultat a choqué tout le monde, y compris les Américains eux-mêmes. En 26 jours de combat, c'est devenu clair. L'avenir appartenait non pas à ceux qui avaient la plus longue histoire, mais à ceux qui apprenaient et s'adaptaient le plus rapidement. Patton et ses soldats ont révélé une nouvelle compréhension de la guerre. Pour eux, la guerre n'était pas un art, mais une technologie. Non un rituel, mais un processus. Non une démonstration d'esprit national, mais un moyen d'atteindre des objectifs concrets. Cette philosophie pragmatique s'est révélée plus forte que les visions romantiques de la gloire. Les Américains ne se battaient pas pour prouver leur supériorité, mais pour finir la guerre rapidement et rentrer chez eux. Paradoxalement, cette motivation non poétique les rendait imparables. Alors que les Allemands rêvaient de grandes victoires, les Américains démantelaient méthodiquement la machine de guerre allemande pièce par pièce. Les blagues allemandes sur les marchands américains se sont révélées prophétiques d'une manière inattendue. Les Américains ont effectivement abordé la guerre comme des marchands avec calcul, planification, attention aux détails et une volonté d'efficacité maximale. Le résultat parle de lui-même. Les marchands ont écrasé les guerriers. La technologie a vaincu la tradition. L'avenir a surpassé le passé. La bataille des Ardennes est devenue un moment de vérité pour la civilisation occidentale. Elle a montré le passage du leadership de l'ancien monde vers le nouveau, de l'Europe vers l'Amérique, de l'aristocratie vers la démocratie. Cette transition était inévitable, mais dans les Ardennes, elle a trouvé son achèvement dramatique. Lorsque les derniers chars allemands ont reculé vers la ligne Siegfried, une ère entière a reculé avec eux. Une nouvelle ère avait commencé, l'ère américaine. L'époque où la politique mondiale était façonnée par une nation dont les soldats semblaient hier encore aux Européens comme des amateurs non éprouvés. L'ironie était que les Allemands eux-mêmes avaient précipité le processus. Leur opération Wart am Rhein était censée restaurer le leadership allemand en Europe. Au lieu de cela, elle a remis ce leadership à l'Amérique pour toujours. En regardant en arrière ces jours dramatiques de l'hiver 1944 à 1945, on voit que les Ardennes ont déterminé non seulement l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais la forme du siècle qui a suivi. Patton et ses hommes ont fait plus que vaincre l'armée allemande.
Ils ont dévoilé une nouvelle façon de penser, une nouvelle culture de la guerre, une nouvelle méthode pour résoudre les problèmes mondiaux. Cet héritage perdure aujourd'hui. Les conflits modernes font encore écho aux principes appliqués pour la première fois par les Américains dans les Ardennes. Vitesse, supériorité technologique, précision logistique, impact psychologique. La bataille des Ardennes a changé le visage de la guerre pour toujours. Et c'est là sa leçon durable. Cette leçon était-elle bonne pour l'humanité ? L'histoire n'a pas encore répondu. Mais une chose est hors de doute. En décembre 1944, dans les forêts des Ardennes, un nouveau monde est né. Un monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui.